En Afrique du Sud, les affaires de corruption qui ont fleuri sous le règne de l'ex-président Jacob Zuma continuent sous la présidence actuelle, une situation qui risque de fragiliser davantage l'ANC en cette veille des élections. Le principal dirigeant de l'opposition au Soudan, Sadek Al-Mahdi, a exprimé vendredi son soutien aux manifestations appelant depuis plusieurs semaines au départ du président Omar El-Béchir. Au Zimbabwe, la peur règne sur Kadoma. Soldats et policiers y patrouillent, les habitants se cloîtrent chez eux pour éviter les passages à tabac. Devant la commission d'enquête qui se penche sur les scandales de l'ère Zuma, Angelo Agrisi, ex-numéro 2 de la société de sécurité Bosasa, a entrepris de vider un à un les placards nauséabondes du Parti du Congrès national africain ANC. Depuis une semaine, l'homme raconte comment Bosasa, rebaptisé African Global Operation, s'est frauduleusement acheté de juteux contrats publics et la protection du pouvoir sud-africain. Ministres, députés, hauts fonctionnaires, la liste des personnalités mises en cause est longue. En bonne place figure l'actuel ministre de l'Environnement qui aurait, selon Angelo Agrisi, perçu chaque semaine pendant 14 ans 50 000 rands, soit 3 200 € en liquide. Nous savions qu'elle était proche de l'ex-président Zuma et qu'au moindre problème, nous pourrions aller la voir et que nos affaires seraient réglées, a expliqué l'ex-numéro 2 de Bosasa, précisant que l'entreprise avait déboursé chaque mois de 4 à 6 millions de rands en pots de vin et cadeaux divers à des élus et hauts fonctionnaires, tous encartés à l'ANC. Son long témoignage, soutenu par de nombreuses preuves, a suscité un choc dans un pays pourtant habitué depuis l'ère Zuma aux scandales les plus extravagants. Un pays en pleine campagne pour les élections générales de mai. Et comme on pouvait s'y attendre, l'opposition s'est ruée sur les révélations pour appeler les électeurs à se débarrasser de ce qu'elle appelle le syndicat du crime. Du côté de l'ANC, on estime que ces témoignages ne sont pas vérité d'évangile. Le régime doit partir immédiatement, a dit Sadek Al-Mahdi devant plusieurs centaines de fidèles rassemblés dans une mosquée d'Omdurman, ville jumelle de la capitale Khartoum, ayant connu des manifestations antigouvernementales quasi quotidiennes. Ce vendredi, la police a tiré des gaz lacrymogènes contre des groupes de manifestants qui s'étaient rassemblés à la sortie de la mosquée, où s'est exprimé Mahdi selon des témoins. Selon le leader de l'opposition, plus de 50 personnes ont été tuées dans des violences depuis le début, le 19 décembre dernier, du mouvement de contestation. Un bilan officiel fait état de 30 morts durant les manifestations, tandis que des organisations de défense des droits humains parlent de plus de 40 morts. Une période de transition arrivera bientôt. Nous soutenons ce mouvement de contestation, a affirmé Sadek Al-Mahdi, revenu le 19 décembre au pays après environ un an d'exil. Mahdi, dernier premier ministre démocratiquement élu du Soudan, avait été chassé du pouvoir par le coup d'État fomenté en 1989 par l'actuel président Omar El-Béchir. Il dirige Al-Oumma, l'une des plus anciennes formations politiques du pays. Il est également à la tête de la secte Al-Ansar, branche religieuse d'Al-Oumma. Sadek Al-Mahdi a indiqué ce vendredi que son parti avait co-signé un document avec l'Association des professionnels soudanais à la tête de la contestation antigouvernementale. Il s'agit d'un document pour le changement et la liberté, a-t-il dit. Pour rappel, depuis le 19 décembre dernier, le Soudan est secoué par un mouvement de protestation engendré par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. À Kadoma, ville du centre du Zimbabwe, dès l'après-midi, les rues se vident comme sous l'effet d'un couvre-feu. Lundi dernier, au 8e jour de la répression contre la fronde déclenchée par l'augmentation des prix des carburants, Tafadoua,
23 ans, a commis l'erreur de sortir sur le pas de sa porte pour répondre à un appel téléphonique. Il se tenait debout sur le trottoir en terre à la tombée de la nuit quand 4 soldats et 3 policiers l'ont saisi pour le frapper à coups de crosse de fusil. Je ne pensais à rien au moment de l'agression parce qu'à ce moment-là, la douleur était tout simplement trop forte. J'avais l'impression que j'allais mourir. C'était la fin pour moi. Oui, certains. Nous les avons vus piller des magasins. Je dirais que le pillage est à cause de la colère et de la faim. Les gens ont faim. Les gens n'ont pas les moyens de se payer 3 repas par jour. Le président Emerson Mnangagwa, successeur de Robert Mugabe, contraint à la démission fin 2017, s'est engagé à punir les forces de sécurité qui ont dérapé. Mais à Kadoma, les habitants sont convaincus qu'elles ont carte blanche pour empêcher toute nouvelle manifestation. Pendant ce temps, derrière les barreaux, des personnes récemment arrêtées attendent leur sort. L'opposant Ivan Mawarire, arrêté la semaine dernière pour subversion durant la fronde sociale, a demandé vendredi sa libération conditionnelle. Le parquet s'est opposé à cette requête, estimant que le pasteur ne respecterait pas les termes de cette libération. Monsieur Selom Komi Klassou est nommé Premier ministre. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise, indique le texte. Le 4 janvier, il avait remis sa démission et celle de son gouvernement à Faure Gnassingbé, qui l'a accepté et l'a ensuite chargé d'expédier les affaires courantes. Il occupe ce poste depuis juin 2015. La liste du nouveau gouvernement a été aussi publiée, une équipe de 22 membres contre 27 dans l'ancien cabinet. 9 personnalités font leur entrée dans ce gouvernement contre 14 départs. 13 ministres conservent leur portefeuille dont le général Yak Dameyame à la sécurité, Robert Doucet aux affaires étrangères et Gilbert Bawara à la fonction publique. Certains ministères dont ceux de la communication, des sports et de l'agriculture n'ont pas encore de titulaire. Le ministre de Défense est toujours attaché à la présidence de la République. Cette nouvelle équipe gouvernementale intervient au lendemain des élections législatives boycotté par la principale coalition de l'opposition qui avait dénoncé des irrégularités dans sa préparation. Ce scrutin tenu le 20 décembre a été remporté par le parti au pouvoir qui a raflé 59 des 91 sièges de l'Assemblée nationale. Après plus d'un an de grave crise politique et des dizaines de marches de protestation, certaines massives, les leaders de la principale coalition des 14 partis politiques de l'opposition n'avaient pas présenté de candidats et n'ont plus aucune représentation au Parlement. Les observateurs de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO avaient salué la bonne tenue de ces législatives, tout comme les dirigeants ouest-africains qui ont jugé que ces élections libres et transparentes étaient conformes à leur feuille de route pour une sortie de crise au Togo. Un gouvernement de 32 membres. C'est la liste constituée par le nouveau Premier ministre burkinabé Christophe Dabiré, nommé lundi dernier. Dans cette nouvelle équipe, c'est Chérif Sy, une personnalité de la société civile, qui a été positionné au ministère de la Défense. Ministre d'État, Chérif Sy, âgé de 59 ans, qui devrait également s'occuper des anciens combattants, était jusque-là au représentant du président Roch Marc, Christian Kaboré. Au ministère de la Sécurité, c'est le colonel Ouseni Compaoré qui remplace Clément Sawadogo. Ce nouveau gouvernement vient satisfaire la demande des acteurs de la société civile et des partis d'opposition qui réclamaient depuis plusieurs mois le remplacement des ministres chargés de la sécurité et de la défense. Au ministère de l'économie, des finances et du développement, Lassane Kaboré a succédé à Rosine Koulibaly. Il faut dire que plusieurs ministres du gouvernement précédent font partie de la nouvelle équipe, dont Alpha Barry qui conserve le portefeuille des affaires étrangères et René Bagoro, le ministère de la Justice. L'économiste Christophe Dabiré, nommé Premier ministre à la suite de la démission du gouvernement de Paul Kabatieba, était jusque-là représentant du Burkina Faso à l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il a été plusieurs fois ministre sous le régime de Blaise Compaoré. Les Nigérians seront appelés aux urnes en février-mars 2019 pour élire un nouveau président, mais aussi leurs gouverneurs et députés.
Un total de 113 candidats brigue la présidence, mais l'élection devrait se jouer entre le président sortant Muhammadu Buhari du Congrès des progressistes APC et l'ancien vice-président Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique PDP. En pleine campagne à Abuja ce jeudi, Atiku Abubakar a appelé le peuple à voter pour le PDP. Maintenant, je veux vous demander à vous, le peuple, la vérité. Combien d'entre vous ici vont voter pour le PDP? Peuple de Kaduna, je vous supplie, lorsque vous irez voter le jour des élections, en bas en haut, votez pour le PDP. Je veux dire ça à tous. Buhari doit s'en aller. La PC doit s'en aller. APC must go. Si vous votez pour le PDP, nous vous garantissons un brillant avenir. Nous vous aiderons avec un bon travail et une bonne vie. Ce sont les choses que nous vous promettons. Le PDP d'Atiku Abubakar avait été évincé par l'APC de Muhammadu Buhari en 2015, après 16 ans au pouvoir. C'était lors de la première alternance politique au Nigeria depuis le retour de la démocratie en 1999. L'année du retour, c'est ce que le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, voudrait faire de 2019. Pour convaincre la diaspora ghanéenne de rentrer au pays, il a annoncé de nouvelles lois pour faciliter la réinstallation. Dedo Azou est rentrée au Ghana en 2009, après avoir passé 11 ans au Canada. Depuis, elle a ouvert ce bar de thé à Accra, mais la réadaptation à la vie ghanéenne n'est pas facile tous les jours. C'est une bonne idée pour tout le monde de rentrer chez soi si l'on est du Ghana ou si nos racines sont ici. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire de rester ici en ce moment. Personnellement, je ne pense pas que le pays soit stable financièrement. Les Ghanéens ne sont pas les seuls à être encouragés à s'installer ici. C'est le cas de toute la diaspora africaine et tout particulièrement des Afro-Américains. Pendant 3 siècles, la Côte de l'Or britannique, ancien nom du Ghana, a été l'un des points principaux de départ du trafic d'esclaves vers l'Amérique. Né aux États-Unis, Cicely Williams s'est installé au Ghana avec sa famille en 2017, après avoir visité le pays comme simple touriste. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est que vivre en Afrique, et particulièrement au Ghana. Donc je pense que c'est très important que les gens viennent visiter le pays pour se faire leur propre idée de comment c'est réellement. Le gouvernement espère que cette année du retour fera mieux connaître le Ghana à travers le monde et aidera à relancer le tourisme, un secteur au potentiel immense, mais peu exploité.